Bonjour, dans cette séance, je vais vous parler d'une recherche que mes étudiants ont menée dans le champ de la recherche expérimentale. Et bon, cette présentation s'appelle « À la recherche du chercheur perdu, exploiter la classe de langue étrangère ». Voici le plan de la présentation. Tout d'abord, on va parler de l'objectif de notre expérience, de l'objectif aussi de l'étude. Puis, nous présenterons les fondements théoriques, la méthodologie, puis les résultats et enfin les conclusions de notre étude. Alors, l'objectif de cette étude, c'est de présenter une expérience didactique avec les étudiants du 4e semestre de la licence en didactique du français comme langue étrangère, les DIFL, qui appartient au département de langue moderne de l'Université de Guadalajara dans le cours de méthodologie de la recherche en français, méthodologie expérimentale. Dans ce cas-là, il faudra quand même se rappeler que la démarche expérimentale peut se définir, selon Jordan, comme une approche construite autour de 5 étapes essentielles, à savoir un questionnement, une question de recherche, un problème à résoudre, une formulation d'une hypothèse, la confrontation des résultats expérimentaux aux hypothèses qui ont été émises, vérification qui valide notre étude et la généralisation quand elle est possible. D'après Grosbois, dans le cadre d'une recherche expérimentale, tout doit pouvoir être contrôlé, vérifié, reproduit, recalculé. De plus, l'expérimentation suppose une comparaison de résultats obtenus dans les situations dont on connaît les variables et dont on en fait varier une pour en étudier les conséquences sur les autres. Alors, il y a quand même des difficultés pour mener une recherche expérimentale en sciences humaines. Grosbois nous présente au moins 3 difficultés pour mener une recherche justement expérimentale dans ce type de sciences. Tout d'abord, l'influence de facteurs extérieurs pouvant interférer lors d'une expérimentation. Deuxièmement, l'existence d'un très grand nombre de variables et le fait que certaines ne sont pas directement observables. Et enfin, l'impossibilité de reproduire à l'identique une situation d'éducation. Et ça, c'est vrai. Nous ne sommes jamais les mêmes dans d'autres situations. C'est-à-dire, on peut quand même reproduire la même situation d'éducation avec les mêmes étudiants, le même professeur, le même contenu, mais on n'aura jamais les mêmes résultats. Donc, qu'est-ce que Grosbois nous conseille? Elle nous conseille justement de mener des études quasi expérimentales ou pré-expérimentales, étant donné la complexité des situations d'enseignement-apprentissage. Alors, en didactique des langues, Narcy Combe nous explique qu'il existe quand même une complémentarité entre les différentes approches. D'une certaine manière, quand on mène une étude pré-expérimentale ou quasi-expérimentale en enseignement des langues étrangères, parfois on peut quand même utiliser certaines stratégies, certains instruments, certaines techniques de la recherche-action. Et parfois, les frontières ne sont pas si claires et si précises entre la recherche expérimentale et la recherche-action. Alors, dans ce cas-là, d'après le conseil de Grosbois de mener une recherche quasi expérimentale ou pré-expérimentale dans le domaine de l'enseignement-apprentissage des langues, on pourrait quand même dire que le quasi expérimental, c'est une expérimentation avec une intervention, avec des résultats mesurés, au moins avec 2 groupes, le groupe expérimental et le groupe témoin, mais sans recours à la randomisation. D'après Cook et d'autres, justement, ça c'est la grande différence entre le quasi-expérimental et l'expérimental vrai. Et puis après, nous avons le pré-expérimental. D'après Buendia et d'autres, c'est une expérimentation telle quelle, avec une intervention dont le niveau de contrôle est très bas. Et non parlons pas de la validité interne et externe. Selon ces auteurs, en réalité, quand on mène une recherche pré-expérimentale, en réalité, on est en train de faire une étude exploratoire afin de connaître ou afin d'avoir une première approche au phénomène que l'on veut étudier, quoi.
Donc, notre méthodologie. Bah, tout d'abord, je vous avais déjà expliqué grosso modo que c'est une expérience didactique que nous avons menée avec les étudiants du quatrième semestre de la licence en didactique du FLE. Ce sont 22 étudiants et le cours où nous avons fait cette étude, c'est justement le cours de méthodologie de la recherche en français, méthodologie expérimentale. L'objectif du cours, c'est justement de faire découvrir à l'étudiant-chercheur, on va l'appeler comme ça maintenant, les différentes approches dont il dispose pour mener une étude expérimentale dans la salle de classe. Dans cette expérience, les étudiants-chercheurs ont travaillé avec des petits groupes, des groupes réduits d'amis, de collègues, de membres de la famille, où ils ont donné des cours de langue étrangère et plus particulièrement de français langue étrangère. Et en même temps, ils ont mené une petite recherche, une recherche, il faut le dire, bien modeste, du type expérimental. Nous avons travaillé pendant tout le semestre pour faire cette recherche. C'est justement 40 heures de cours environ, ça veut dire à peu près 20 semaines de cours. Alors, pour les phases de l'expérience, voilà, je vais me mettre ici. Nous avons quand même 4 grandes étapes, grandes phases, non? Et nous sommes partis tout d'abord de la structure des études pré-expérimentales et quasi-expérimentales pour faire notre proposition de la dynamique du cours, en suivant un petit peu les propositions de Grosbois, évidemment. Donc, dans une première phase, nous avons demandé à nos étudiants chercheurs de former un groupe minimum, c'est-à-dire un groupe expérimental, ou 2 petits groupes de gens, c'est-à-dire le groupe expérimental et le groupe témoin, désirant apprendre le français ou une autre langue étrangère, mais essentiellement le français, et puis de proposer un traitement original pour apprendre la langue. Donc, ce traitement, évidemment, c'était la variable indépendante que mes élèves allaient travailler. Non? Dans une deuxième étape, les étudiants-chercheurs ont dû chercher des sources scientifiques, non pas seulement pour proposer leur traitement, mais aussi pour rédiger le cadre théorique de leur étude. Et puis, dans la troisième phase, nous leur avons demandé d'appliquer ce traitement pendant une certaine période de temps, ça veut dire de 2 à 4 semaines. C'est vrai que vous pouvez dire, ça pourrait être 5 minutes, une semaine. Non, on a quand même rectifié et on a quand même discuté un petit peu sur le temps de cours, c'est-à-dire minimum 1 heure et demie par séance et minimum 3 séances par semaine. Non? Donc, ça, on l'a établi tout au début et voilà, de 2 à 4 semaines, étant donné que nous n'avions qu'un semestre de 4 mois. Donc, voilà. Et la quatrième phase, dans la quatrième phase, nos étudiants-chercheurs ont dû concevoir un test pour évaluer l'apprentissage de leur sujet d'étude, c'est-à-dire un post-test. Il faut dire, il faut faire une toute petite parenthèse culturelle à propos de ceci, car la plupart de nos étudiants-chercheurs ont travaillé avec des groupes qui étaient débutants complets. Donc, ils n'ont pas voulu ou ils n'ont pas vu la nécessité quand même de faire un pré-test. Non? Donc, voilà, ça c'est quand même important. Le post-test était quand même obligatoire. Non? Donc, au niveau des résultats, il faut dire que dans la première phase, tous les étudiants-chercheurs ont pu quand même former au moins un groupe de 3 ou 4 élèves, c'était le groupe expérimental, qui voulaient apprendre le français. Non? Il y avait seulement deux groupes qui ont voulu quand même apprendre l'anglais et nos étudiants étaient aussi doués dans cette langue-là, donc il n'y avait pas de problème. Ils ont fait une recherche à propos de l'apprentissage de l'anglais. Les autres 20 étudiants de notre cours, ils ont quand même mené l'étude en enseignant le français comme langue étrangère.
Donc, la variable indépendante conçue par les étudiants-chercheurs ont été quand même des traitements super variés pour apprendre la langue, c'est-à-dire à travers des chansons, à travers des films, à travers la cuisine, le dessin, l'artisanat, la manipulation d'objets, des aspects culturels de notre nation, c'est-à-dire du Mexique, et aussi des aspects culturels francophones en faisant des comparaisons. Donc, c'était vraiment diversifié le traitement que nos étudiants ont proposé à leurs groupes expérimentaux. La deuxième phase, dans cette phase, les étudiants-chercheurs ont cherché des sources scientifiques pour soutenir la proposition de leurs variables indépendantes. C'était une étape quand même difficile, étant donné que nous avons eu quand même des aspects positifs et des aspects négatifs. Dans les aspects positifs, les étudiants étaient vraiment motivés de chercher du matériel théorique, pratique pour préparer leurs cours. Et il y avait beaucoup de solidarité, il y avait beaucoup de coopération entre les différents étudiants-chercheurs, donc ils s'aidaient énormément entre eux, donc il n'y avait pas de problème. Néanmoins, il y avait aussi des aspects négatifs. Et là, nous avons surtout le manque de sources fiables, où ils ne savaient pas où chercher l'information la plus pertinente, ou ils croyaient que l'information la plus pertinente était obtenue de certaines sources, de certaines sources qui n'étaient pas totalement fiables. Non, il y avait des websites qui n'étaient pas conseillables. Il disait qu'il n'y avait pas d'informations, qu'il n'y avait pas d'articles scientifiques ou de livres scientifiques à propos de ce qu'il voulait faire, etc. Donc, ça, c'était d'une part. D'une autre part, il y avait quand même un manque de cohérence entre le cadre théorique et la proposition du traitement. C'est-à-dire, parfois, ils écrivaient un super cadre théorique avec des définitions magistrales, avec des théories, avec des élucidations théoriques vraiment bien faites. Mais la partie de la proposition du traitement était faite plutôt à partir de leur sens commun. De telle sorte que la proposition qu'ils ont faite était sans un soutien vraiment théorique. Voilà. Au cadre de la troisième étape ou de la troisième phase, nos étudiants-chercheurs ont appliqué leur traitement. Dans ce cas-là, ils ont appliqué le traitement pendant le temps accordé, donc ça c'était super bien. D'un autre côté, ils étaient super motivés pour préparer les cours, le traitement. Ils discutaient entre eux, ils posaient des questions pour savoir quel était le traitement le plus adéquat ou quelles activités ils pouvaient faire avec leurs étudiants, etc. Dans les aspects négatifs, le grand problème, c'était le nombre d'étudiants au début et à la fin des traitements, c'est-à-dire des cours qu'ils ont préparés. Tout au début, ils avaient par exemple des groupes de 5, 6 étudiants et à la fin, ils avaient des groupes de 4, 3 étudiants quand même. Non, donc, ça, c'était quand même difficile pour eux de traiter et d'étudier quand même. Et puis, parfois, il y avait un traitement trop ambitieux. Ils avaient des objectifs qui n'ont pas été atteints. Donc, dans ce cas-là, c'était quand même, ils avaient pensé que dans très peu de temps, ils pouvaient beaucoup faire. Et à la fin, ce n'était pas comme ça. Et comme on a déjà commenté, ça fait un instant, le manque de cohérence entre le cadre théorique et la proposition du traitement. Dans la quatrième phase, nos étudiants-chercheurs ont conçu un post-test pour évaluer l'apprentissage de leur sujet d'étude, comme on l'a déjà dit. Et dans les aspects négatifs, nous pouvons quand même commenter que pour la première fois, nos étudiants-chercheurs ont élaboré un instrument d'évaluation. Ils ont cherché ailleurs et ils ont adapté d'autres instruments d'évaluation, mais ils étaient fort contents de pouvoir faire cet exercice quand même. Dans les aspects négatifs, les critères d'évaluation un peu imprécis, parce que voulaient tout évaluer quand la recherche se concentrait dans des aspects bien précis de la langue.
D'un autre côté, il y avait aussi une incohérence entre le traitement et le post-test, non? C'est-à-dire, ils avaient vu certaines choses super spécifiques dans le traitement, néanmoins, ils voulaient quand même évaluer beaucoup d'autres aspects de la langue qu'ils n'avaient même pas vus dans le traitement. Et à la fin, ils ont eu quand même beaucoup de difficultés pour interpréter les données du post-test, surtout en comparant ces résultats avec la théorie. Donc, voilà les aspects négatifs ou les difficultés auxquelles nos étudiants-chercheurs ont fait face. C'est le moment des conclusions et dans ce cas-là, je pourrais vous dire que à part ce qu'on a vu, on pourrait quand même faire un résumé et dire que pendant le semestre, nos étudiants-chercheurs ont proposé toute une diversité de traitements, tels que le fait d'apprendre la langue en chantant, en cuisinant ou même en faisant de l'art, etc. De cette manière, nos étudiants-chercheurs ont appris à chercher et à découvrir une diversité de stratégies didactiques et les ont appliquées aussi dans un petit groupe d'étudiants volontaires. L'originalité de cette étude, nous croyons que c'est qu'à partir de cette expérience, nos étudiants-chercheurs ne sont pas seulement capables de mener une petite recherche de type expérimental, comme l'indique l'objectif principal du cours, mais aussi de proposer une variable indépendante, c'est-à-dire une nouveauté à leur pratique d'enseignement-apprentissage du FLE. Et de cette manière, nous montrons la compatibilité de la recherche avec l'enseignement de langue. Peut-être pour vous, c'est super évident ça. Néanmoins, pour nos étudiants, c'était pas si évident que ça. Et ils croyaient avant le cours que les deux matières ou que les deux champs de la connaissance étaient incompatibles. Et à l'heure actuelle, ils sont convaincus qu'ils peuvent devenir des professeurs de français langue étrangère et en même temps faire de la recherche afin d'améliorer leur processus d'enseignement-apprentissage. Donc, ceci étant dit, voici mes références bibliographiques, les références bibliographiques les plus importantes. Et je vous remercie énormément de votre attention. Merci bien.